comment performer sur les campagnes ads Meta. Alors que ce soit pour Instagram ou pour Facebook, la plateforme Meta Ads, elle vous propose des solutions publicitaires qui sont ultra compétitives. Alors on pourrait imaginer aujourd'hui que c'est plus nécessaire de faire de la publicité. Et bien pour en parler, j'ai invité un expert, Danilo Duchesne. Vous connaissez probablement Danilo, il est très présent sur les réseaux sociaux, très actif. Il a également une formation gratuite Facebook Ads dont on va parler un petit peu plus tard. Alors je l'ai invité pour échanger avec lui, on a vu plein de points ensemble, plein de points super intéressants. On a évoqué déjà pourquoi c'est important de continuer à faire de la pub aujourd'hui, quels sont les atouts de cette plateforme Meta Ads. On a vu également est-ce que cette plateforme est adaptée à tous les types d'entreprises, alors qu'on soit une grande entreprise ou une PME, ou peut-être même un freelance qui voudrait se faire connaître et avoir de la visibilité. On a parlé de taux moyens, quels sont les taux constatés aujourd'hui, taux de clics, taux de conversion notamment. Et puis on a vu également ensemble quelles sont les règles pour avoir des campagnes qui performent. Et puis bien sûr en parallèle, quels sont les pièges à éviter. Danilo va également vous donner des astuces pour savoir quoi faire quand vous avez des campagnes qui décollent pas, qui marchent pas. Ou alors si vous avez des campagnes qui cartonnaient, qui performaient bien et puis qui s'épuisent au fur et à mesure du temps. Il va vous donner ses conseils et astuces pour savoir comment corriger le tir. Et enfin, on a vu quels sont les budgets moyens à consacrer pour vos campagnes. Alors vous allez voir, Danilo, c'est un pro, il connaît très bien la plateforme, il a beaucoup d'expérience, il gère beaucoup de comptes, donc il va vous donner vraiment de super conseils et astuces. Alors profitez bien de ce regard d'expert, c'est comme si vous aviez un consultant, rien que pour vous, qui va vous donner des conseils. Et puis vous allez voir que Danilo, c'est un pro aussi sur la forme, vous allez voir que ce soit au niveau du son ou au niveau de l'image, si vous regardez cette interview sur YouTube, vous allez voir que Danilo, c'est un pro. Alors c'était pas tout à fait mon cas, les amis, parce qu'on a enregistré cette interview sur Zoom et j'avais un réglage au niveau de la caméra, j'avais une sorte d'arrière-plan flouté que j'avais pas forcément vu et après coup je m'en suis rendu compte. Vous allez voir que l'image elle est pas super quali de mon côté, je l'ai revisionné, honnêtement ça passe les amis et le plus important dans ce type d'échange bien entendu c'est le fond et les réponses de Danilo sont tellement intéressantes que vous me ferez l'impasse les amis sur la mauvaise qualité de ma caméra s'il vous plaît. Allez je vous laisse écouter cette interview à présent et je vous retrouve tout de suite après. Bienvenue sur l'empreinte digitale. Je suis ravi d'accueillir dans cet épisode Danilo Duchesne. Salut Danilo. Salut Fabrice, merci beaucoup pour l'accueil dans ton podcast. Trop content de faire un C'est nouveau moi. podcast et surtout le tien qui est bien en plein développement. C'est moi qui suis ravi de t'accueillir et de passer un bon moment avec toi. Donc Danilo, vous le connaissez peut-être, mais je vais quand même te laisser peut-être la parole pour te présenter. Ouais, alors moi ça fait bientôt 7 ans, non ça fait 7 ans que je suis dans le digital. Donc un peu moins que toi. J'ai commencé par tout ce qui est publicité Facebook et Google chez l'annonceur. J'ai travaillé 6 mois chez un annonceur qui s'appelle Ubico et j'ai appris le métier chez eux. Puis après, je me suis lancé en tant que freelance pendant 1 an et demi et j'ai créé mon agence il y a 5 ans tout pile, vraiment le 8 juillet 2019. Donc je connais la date par cœur Mhm. maintenant parce qu'on a fêté nos 5 ans. Et aujourd'hui, on est une équipe de 12 personnes, on est en full remote, on est une agence, enfin un partenaire de croissance, pardon. On n'est plus une agence, c'est un partenaire de croissance. Et on travaille avec des marques. On a accompagné plus de 100 marques D2C. Donc, je pense à des marques comme NutriPure, Bobby's, Gaia, Flotte, Life Is. Enfin, pas mal de marques vraiment sympas que tu peux retrouver en publicité, évidemment. Et aujourd'hui, voilà, on fait de l'ad sur Facebook, sur Google, sur d'autres plateformes. On fait de la créa aussi. On fait du tracking parce que les campagnes ont besoin d'être bien, de récolter la donnée. Donc, pour ça, tu as besoin d'aller chercher la donnée sur le site du client. Donc, on doit installer des tracking. Et voilà aujourd'hui ce qu'on fait. C'est une belle réussite, 5 ans et aujourd'hui vous êtes 12, c'est que ça marche bien. Ouais, ça va, ça va. Bah écoute, c'est jamais. Il y a des moments où ils sont plus difficiles que d'autres. Tu sais, quand t'as une agence de publicité et que tu as du Mhm. personnel, bah parfois tu as moins de rentabilité, parfois tu as ton BFR qui, je vais pas dire qui est négatif, mais en tout cas, tu attends des paiements, mais tu t'as payé tes salariés. Donc, tu as des Mhm. moments plus difficiles, mais globalement, ça tourne bien et je suis content de ça. Bon, alors toi, tu es spécialisé pub, t'es vraiment focus Ouais. là-dessus. Ouais. hein. Mm. Alors, aujourd'hui, on pourrait se dire, il faut surtout créer du contenu, quoi. Il faut faire du YouTube, il faut faire du TikTok, faut faire de l'organique, c'est comme ça qu'on va avoir de la croissance et tout. Pourquoi Ouais. est-ce qu'il faut encore continuer de faire de la pub aujourd'hui? Est-ce que c'est encore Bah, rentable? tu parlais d'organique, mais l'organique, malheureusement, il est moins fort qu'avant. On ne peut pas se le cacher, même s'il y a, par exemple, le Super Daily qui fait un super travail sur Ouais. le fait de décrypter l'organique et de donner des stratégies pour réussir en organique. Il faut quand même se rendre compte que les deux fonctionnent bien ensemble. J'ai fait un podcast avec justement Thibaut Ouais. de Super Super Daily. Natif, où on expliquait qu'en fait, les deux marchent bien ensemble. Tes contenus organiques peuvent servir tes contenus payants. Ton organique a des objectifs différents que le payant.
Le payant va beaucoup plus intervenir sur les phases en bas du tunnel, donc c'est-à-dire sur la partie conversion. Bien sûr, tu vas pouvoir faire de la demand gen, donc générer de la demande avec le payant, en allant chercher des audiences affinitaires selon des critères précis que tu vas donner aux plateformes, parce que tu peux encore orienter les plateformes, même si les algorithmes fonctionnent avec des audiences de plus en plus larges. Mais ce que je veux dire de manière générale, c'est que tu peux pas juste dépendre de l'organique pour ton acquisition. Et comme tu le sais, l'organique, dès que tu commences à pousser des messages commerciaux, naturellement, tes posts, ils sont Hmm. downgradés, ils sont Ouais. sous-diffusés parce que tu as des mots-clés qui sont des triggers pour les algorithmes du type commander, code promo, des choses comme ça. Dès que tu as des mots-clés comme ça passe pas. Dès que tu as des stories qui sont un peu commerciales, je sais qu'elles sont beaucoup moins vues. Je l'ai expérimenté moi-même et des clients m'en ont déjà parlé. Donc, si tu veux commencer à faire la conversion d'organique, c'est plus compliqué. Si tu gardes aussi en tête que l'organique est moins fort qu'avant, c'est-à-dire que, allez, à peu de choses près, si tu démarres sur Instagram aujourd'hui et que tu fais exactement le même, enfin, tu fais les meilleurs contenus possibles pour servir l'algorithme et que tu te lances il y a 5 ans, je pense qu'il y a 5 ans, c'était plus facile. Hmm. Alors, il y en a qui vont dire oui, mais avec les réels, on peut avoir la viralité. J'entends de moins en moins de personnes qui me disent ok, je suis passé de 0 abonné à 100 000 en 6 mois en faisant des réels. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est plus difficile. Et aussi, dernièrement, parce que la pub, c'est rentable. Parce qu'une fois que tu fais bien ta publicité, tu peux être profitable. Et en fait, tu te dis, je suis capable d'investir 1 euro et d'en récupérer 5. Je trouve ça quand même assez fantastique de se dire que tu as un système qui est prédictible et qui est rentable une fois qu'il est bien mis en place. Chose que l'organique ne t'offre pas, puisque l'organique reste quelque chose d'aléatoire. Parfois, tu vas avoir un post qui va très bien marcher et parfois pas du tout. Tout comme tu peux voilà, simplement mal trouver ton audience avec certains posts et avec d'autres, oui. Alors que le payant, une fois que c'est en place, vraiment, une fois que la machine roule bien, l'algorithme, il connaît bien tes personas, tu as tes meilleures publicités qui tournent et tu sais que tu as une certaine prédictibilité dans les résultats grâce à ça. Donc voilà pourquoi je conseille encore de faire du payant aujourd'hui, suite à ce que tu disais sur l'organique. Alors donc vous avez compris l'idée, hein, de Danilo, c'est que vous pouvez créer du contenu organique pour attirer les gens dans votre univers, un petit peu dans votre domaine d'expertise, autour de votre personnalité, par exemple, pour faire des personal branding ou autre. Tant que vous êtes dans votre univers, etc., allez-y tranquille en organique. Par contre, dès qu'on commence à vouloir vendre des formations, vouloir vendre des produits, etc., là, on bascule rapidement sur de la pub parce que sinon, on n'a aucune portée et on touche personne, quoi. Voilà, c'est ça. Que ce soit des formations, des produits, des services, tout ce Ouais. que tu veux. Et puis dès que tu as besoin d'une logique de tunnel, donc c'est-à-dire d'attirer des prospects, de générer des leads, puis après de vendre, puis après de recibler les gens, tu as besoin de faire de la publicité pour ça. Ouais. Alors justement, toi, tu es spécialisé essentiellement Meta Ads ou tu fais du Google? Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu proposes? Alors, moi, je maîtrise très bien la plateforme Meta Ads parce que ça fait 7 ans que je suis dessus. Google, je la comprends. Donc, c'est-à-dire que je peux voir un compte Google, comprendre comment elle a été structurée, comprendre les stratégies, mais je ne sais pas le faire moi parce que je ne suis pas dans la plateforme. Ok. Après, l'agence le fait. Ok. On a un spécialiste sur Google. Ouais, Ok, alors vous êtes assez, enfin, j'ai quand même compris que vous êtes quand même assez méta en général, et toi aussi, hein, quand personnellement. même. Ouais, Ouais. ouais. Alors pourquoi 85%. Ouais. méta? C'est quoi les atouts de méta par rapport peut-être à d'autres plateformes? Qu'est-ce qu'elle a de plus, celle-ci, que TikTok peut-être ou Snap, qui ont aussi des plateformes publicitaires? Ouais, c'est intéressant. Si on compare par exemple, Snapchat et TikTok, pour moi, d'office, je dirais puissance algorithmique. C'est-à-dire que je pense que Meta est bien un algorithme bien plus puissant pour aller chercher des clients idéaux, donc bien plus intelligent, grâce à la data, évidemment, et grâce à comment ils l'ont construit, à mon avis, au fur et à mesure des années, pour avoir de la performance. Aussi, leurs produits, qu'on dise ce qu'on veut sur Meta, ils sont bien plus sophistiqués que sur TikTok, Snapchat et Pinterest pour les avoir vus. Donc, ils sont toujours un peu un temps en avance. Et après, par rapport à Google, et un truc que Google a beaucoup de mal, et ils sont en train de proposer des produits qui vont en ce sens, c'est que Google, comme tu le sais, il arrive vraiment en bas du tunnel. Ouais. Donc, c'est-à-dire pour aller chercher l'intention d'achat, du type Hum, acheter chaussures Adidas ou chaussures Adidas ou peu importe, tu vois, donc vraiment l'intention d'achat. Alors que tout ce qui est haut du tunnel, ils ont beaucoup plus de mal, parce que leur produit YouTube, euh, historiquement, n'est pas connu pour faire la conversion. Ils marchent de mieux en mieux pour ça, mais c'est pas là où ils sont le meilleur. Donc c'est beaucoup plus pour la notoriété et la considération. Et là, ils sont en train de lancer des produits un peu avec les formats shorts, qu'ils appellent des campagnes de demand gen, où ils veulent faire un peu la même chose qu'on peut retrouver sur Facebook et Instagram, des campagnes que tu peux avoir dans les Reels avec des formats vidéo. Donc ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, pour tout ce qui est génération de demande, d'office, Google est moins fort que Meta. Par contre, ils sont bien meilleurs en captation de demande. Alors que Meta est très fort en génération de demande, puisque tu as des milliards de personnes littéralement sur ouais. Facebook et Instagram. Sur une journée, je pense que tu dois avoir, je pense, peut-être 2 milliards d'utilisateurs quotidiens. Si on prend les deux plateformes réunies, je Ouais, ne c'est sais pas ça. exactement il y a combien. Toi, tu dois peut-être connaître mieux que moi les chiffres, On est dans ces ces ratios-là, chiffres-là. ouais, 2 milliards, ouais. Voilà, 2 milliards. Donc, ça fait quand même beaucoup de personnes à toucher potentiellement.
sur les deux plateformes. Et en plus, ce que moi j'aime beaucoup avec Meta, c'est la quantité d'emplacements publicitaires. Et ça, on l'oublie Hmm. tout le temps, c'est que il y a 10 ans, quand ils ont démarré, bah, ils avaient deux emplacements, on va dire le feed d'actualité Facebook et la colonne de Ouais. droite. Ouais. Aujourd'hui, ils en ont 20, plus de 20. Ils ont les stories, ils ont les réels. Et quand je dis stories et réels, je mets sur toutes les plateformes entre Messenger, Instagram, Ça, ouais. Facebook. Ils ont l'audience network, donc c'est tous les sites, applications tiers où tu peux mettre de la publicité. Donc c'est une sorte de display, mais pour Facebook. Ils ont les fils, et tu as beaucoup de fils. Maintenant, ils ont introduit pardon, les fils de profil Facebook, les fils de profil Instagram, l'Explorer Instagram. Euh, t'as vraiment tellement de placements que peu importe où tu te balades dans Facebook, tu vois de la pub, même dans les groupes, même dans les résultats de recherche. Donc ce que je veux te dire, c'est qu'en termes d'emplacement, tu en as beaucoup. En termes de ciblage, bon, on sait qu'ils sont très forts. Avant, ils étaient très forts sur les intérêts que tu pouvais donner. Donc, c'est-à-dire dire, voilà, moi, je cherchais des personnes qui sont intéressées par le yoga ou par telle marque de yoga. Hmm. Alors qu'aujourd'hui, tu n'as même plus besoin de faire ça. Tu donnes juste un ciblage, on va dire globalement large. Tu pourrais rester sur un intérêt comme le yoga ou un truc encore plus large comme le sport et laisser Meta funneliser. Donc, allez, chercher tes clients au fur et à mesure qu'ils découvrent des personnes qui achètent et qu'il comprend le profil de ces personnes-là. Donc si tu ajoutes un peu tout ça, donc je te dis génération de demandes, puissance algorithmique, emplacement, capacité de ciblage, et j'ai même oublié la partie créative où tu as Ouais. énormément de possibilités niveau Ouais. créa, que ce soit en format vidéo, stories, statique, carrousel, collection. euh, c'est pas possible de ne pas trouver son bonheur sur Meta quand tu es un annonceur. Voilà. Super plateforme, vous l'avez compris, et du coup adapté à tout le monde, petite entreprise, grande entreprise, C'est vrai aussi, freelance, ouais. tout le monde peut y aller, pas de souci. Tu peux t'appeler Pour moi, Daniel oui. à ta place, tu peux t'appeler freelance Mais qui débute, t'as ta place aussi. ouais, non, tu as ta place aussi, mais voilà, bon, si tu Pas es plus comme complexe, tu hein. dis, c'est un freelance qui débute et que tu génères 3 000 à 4 000 euros de chiffre d'affaires et que tu veux commencer à trouver des clients sur Facebook, Ouais. c'est peut-être pas l'endroit le plus adapté. Peut-être que tu as plus intérêt à être sur LinkedIn et faire du contenu ou être sur TikTok et faire des super vidéos ou des réels sur Instagram, mais tu peux quand même le faire. Mais pour faire quoi? Est-ce que tu vas faire de la pub Facebook en tant que freelance pour présenter tes services, mais avec peu de chances que les gens convertissent parce qu'ils te connaissent pas et parce qu'ils ont peut-être pas le besoin là maintenant? Tu vois ce que je veux dire? Donc, Hum, oui, tu peux le faire, mais il faut voir l'objectif. Peut-être que tu peux en effet l'utiliser comme moi je l'ai fait à l'époque, c'est-à-dire pour promouvoir des articles, pour promouvoir des vidéos envers des gens qui me connaissent déjà. Ça, je pense que c'est une stratégie intéressante parce que ça crée une sorte d'omniprésence pour les personnes qui t'ont découvert une fois sur une plateforme, qui peut être le blog, qui peut être le. Là, moi, c'est le blog parce que j'avais la partie, le pixel Facebook installé sur mon blog qui fait que ouais. je pouvais recibler. Et après, tu as ce côté, je le vois tout le temps. Je l'ai vu, j'ai été une fois sur son site et depuis, je le vois tout le temps. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Donc, le Ouais, on a besoin, retargeting. hein. Ce qui se voit souvent, hein, c'est ce qu'on dit, hein. Et ça marche Ouais, aussi en digital, hein. Le fait d'avoir ouais, vu ça. Danilo sur un article de blog, bah, on peut aussi ensuite voir des dizaines de blogs et t'oublier. Mais le fait de recibler derrière Ouais, permet d'être présent, quoi. c'est ça. Et c'est pour ça que je te dis qu'en tant que freelance ou jeune entreprise, avoir tu sais, une campagne de retargeting où tu as 5 ou Ouais, 10 euros par jour et dans laquelle simplement tu vas promouvoir du contenu, où tu vas, admettons que tu as vraiment une offre evergreen comme moi, où tu as une formation gratuite, où tu as un audit gratuit aussi que tu proposes, tu as tout de suite intérêt à le mettre en avant parce que il est là toute l'année et au moins les gens le savent. Et quand ils en ont besoin, ils s'en rappellent puisqu'ils t'ont vu 15 fois avant. Donc, yes. ok. Alors toi qui es sur la plateforme depuis plusieurs années déjà, comment tu l'as vu évoluer cette plateforme? Est-ce qu'avec le temps elle s'améliore ou est-ce qu'au contraire tu trouves que tu es moins pertinent sur les ciblages, par exemple, sur les conversions, les ROS et tout ça? Ah, pour moi, tout s'est amélioré, hein, surtout Ouais, depuis la mise à jour d'iOS 14. Ils ont fait un travail fantastique où, en fait, je pense que les grosses entreprises, tu vois qu'elles restent des grosses entreprises en surmontant les difficultés. ouais, c'est Et je clair. pense que pour eux, iOS 14, c'était une difficulté puisqu'ils ont perdu, ils l'ont dit, 10 milliards de dollars, je pense, de chiffre d'affaires. C'est ce qu'ils estiment avoir perdu après iOS 14, qui a eu lieu il y a de ça 3 ans, donc en avril-mai 2021. Donc, ils ont pas mal subi sur fin 2021 et sur 2022. Puis après, ils se sont relevés fin de l'année 2022 avec le cours de l'action qui a commencé à réaugmenter. Pourquoi? Parce que tu avais pas mal de signaux qui indiquaient que Meta était en train de trouver des solutions, était en train de créer des produits publicitaires plus avancés, plus automatisés, plus puissants, était en train de trouver des solutions de tracking plus robustes et qui, cette fois-ci, respectaient les normes de confidentialité, la RGPD, les blocages de cookies avec iOS. Et aujourd'hui, tu vois, 2023, ils ont vraiment repris du poil de la bête. Ils ont introduit ces produits dont je te parlais, qui tout de suite se sont montrés efficaces, alors que parfois, bah, tu peux lancer un produit sur le marché et c'est pas efficace. Eux, ça a tout de suite été efficace. Donc, quand je parle de produits, je parle de la suite Advantage Plus, Advantage Plus Shopping, Ouais. Advantage Plus Audience, les fonctionnalités qui permettent d'élargir ton audience.
Et donc tout ça a fait que, oui, tu es peut-être moins pertinent sur le ciblage dans le sens où si tu mets un ciblage par intérêt, peut-être que ça marchera moins bien que si tu mets un ciblage Advantage Plus sans aucun intérêt, sans aucun réglage. Mais tu en as au moins un des deux qui fonctionne. Donc c'est ça qui est plutôt bien, je trouve. C'est comme si avant, tu avais, un arsenal avec 5 armes. Et aujourd'hui, tu as 10 armes avec toi. Donc d'office, t'es plus puissant. Avec du ciblage au laser, hein, de plus en plus précis, Voilà. quand tu veux cibler quelque chose. Ah, ils sont très forts. Alors justement, sur les taux, les ratios qu'on peut constater, alors je sais pas, est-ce que tu pourrais nous donner quelques moyennes sur des taux comme taux de clic, taux de conversion, ROAS, tout ça? Il y a vraiment les taux les plus précis en Ouais. termes de retour. Bah, malheureusement, je voudrais te donner des moyennes très précises sur le CTR, le taux de conversion, le Ouais, ROS, le CPA. Déjà, ça dépend de chaque industrie. Ça, il faut vraiment garder en tête que chaque industrie va avoir des taux moyens et il n'y a pas d'étude, à ce que je sache, en France qui te dit la moyenne du CTR ou du CPA ou du taux de conversion pour l'industrie assurance, complément Mm. alimentaire, prêt-à-porter. Par contre, on peut faire des proxys. Et nous, en fait, comme on commence à avoir beaucoup de comptes, enfin, beaucoup, je dis, on a Ouais, entre 25 et 30 comptes, mais on a encore quelques comptes actifs sans forcément qu'on gère les campagnes. Si par exemple on veut commencer à regarder une moyenne sur le prêt-à-porter, ben, on prend tous les comptes qu'on a dans le prêt-à-porter et on regarde un peu le CTR moyen que tu vas avoir. Et c'est vrai que d'une industrie à l'autre, les CTR sont assez variables. C'est-à-dire que sur prêt-à-porter, si tu as moins de 1%, voire même 1,5%, t'es pas très fort parce que les vêtements, ça fait cliquer, c'est beau, ouais. c'est joli. C'est un désir qu'on a tous d'avoir des beaux vêtements. Alors que les assurances, par exemple, c'est pas très beau, c'est pas très flashy, Très sexy, c'est sûr. c'est pas très sexy, voilà, c'est le mot que je cherchais. Du coup, tu vas avoir des CTR qui sont inférieurs à 0,5. Et ça pourrait paraître très mauvais parce que, en fait, souvent, ce que les agences, annonceurs, freelance vont dire, c'est que moi, je cherche un CTR de 1%. C'est un peu la norme. Mais 1% en assurance, pareil, si je prends vraiment cet exemple-là, ou même en Ouais, immobilier, c'est vraiment que tu es fort parce que tu arrives à c'est faire sûr. cliquer une personne sur 100 sur quelque chose qui est quand même assez engageant, pas sexy, Mm. cher, pour Ouais. l'immobilier, par exemple. Donc tout ça pour te dire, malheureusement, chaque industrie a ses spécificités et c'est difficile de te donner vraiment une moyenne précise pour le CTR, pour le taux de conversion. Où là, je te dirais, pareil, si tu vends des produits qui coûtent moins de 100 euros et essaye d'avoir des taux de conversion entre 1 et 2%, voire même plus, hein, surtout pour les produits d'alimentation, où tu sais que ça, c'est des choses qui coûtent Mm. souvent moins cher avec des paniers moyens entre 30 et 60 euros. Là, tu vas peut-être avoir des taux de conversion entre 2 et 3%. Alors que si tu vends, par exemple, du mobilier, tes taux de conversion sont peut-être à 1%, voire même moins, je dirais, si c'est des mobiliers qui coûtent cher. Donc là, pareil, je te dirais entre 0,5 et 3% le taux de conversion. Donc tu vois, c'est une tranche assez large. Et pour le ROS, ma réponse, elle est simple, c'est que plus tu as un produit qui a des marges qui sont élevées, moins tu as besoin de faire de la rentabilité sur tes Mm. campagnes parce que tu fais une forte marge bénéficiaire. À l'inverse, si tu as une marge brute qui est très faible, admettons qu'elle n'est qu'à 50%, tu dois faire des ROS qui sont très élevés pour rentabiliser tes Eh oui. campagnes. Parce qu'imagine, tu vends un produit à 100 euros et tu n'en restes plus que 50. Ouais. Ben, si par exemple tu fais un ROS de 2, ben, tu es tout juste rentable parce que tu as déjà dépensé 50 euros en acquisition. Donc Mm. c'est-à-dire que tu fais 100 euros moins 50 euros de coût, moins 50 euros de coût publicitaire, il te reste 0 euros. Donc tu es break-even, tu vois. Alors que si tu as une marge par exemple à 80 euros au lieu de 50 et que tu as un coût d'acquisition à 50, il te reste 30 euros de marge pour payer tes coûts fixes, tes salaires euh, et tout le reste Ouais, tout que le reste, hein. j'ai pas en tête, les frais de transaction. Voilà. Ah, c'est l'effet Donc, de levier de la publicité, effectivement, ouais, que tu peux ouais, bah voilà, mettre une certaine somme. Et donc, c'est pas une dépense. Normalement, une publicité doit rester un investissement, c'est-à-dire qu'elle doit te rapporter plus qu'elle te coûte, quoi. ouais, Sinon, faut pas faire de c'est la pub. ça. C'est ça. Et je te dirais aussi, la publicité, on se dit, par exemple, plus j'ai un produit qui a une marge élevée, plus c'est facile. Par exemple, une formation, ça a une marge qui est très élevée puisque tu as Mm. simplement les coûts de maintenance et le coût de la plateforme. Mais malheureusement, vendre une formation à 200 euros à un inconnu ou même à 100 euros, c'est beaucoup plus complexe que vendre un siège qui coûte 200 euros à un inconnu. Parce que le siège répond vraiment à un besoin. Tu sais que tu as besoin d'un siège. En plus, il peut t'attirer au niveau du design. Il peut y avoir plein de raisons qui font que tu l'achètes. Alors qu'une formation, tu te dis pourquoi j'aurais besoin d'acheter une formation à 200 euros à Je quelqu'un que je connais réfléchis pas plus, là. et qui est Mm. totalement digital. Donc tu réfléchis plus et finalement, tu as besoin d'un tunnel plus élaboré. Et tu te retrouves finalement à dépenser quand même pas mal d'argent pour faire une vente. Mais tout ceci dit, en effet, tu peux te permettre, dans le cadre de la vente d'une formation, d'avoir un ROS à 1,5 voire 2 parce que tu as
pardon, tu as des marges qui sont très élevées. Ouais, ouais. Voilà. Ok. Alors donc, la publicité, ça reste pertinent. Pourquoi? Parce qu'on peut créer du contenu organique autour de son univers. Mais dès qu'on aborde la partie produit et vente, on a compris que c'était plus compliqué au niveau des algos. Donc là, il faut souvent basculer en publicité. Ensuite, on a vu que la plateforme Meta, elle est super puissante et qu'au fil du temps, bah, elle s'est améliorée, elle est de plus en plus précise. Que C'est les ça. taux, voilà, les taux de clic, taux de ratio, bah, ça dépend de chaque univers, mais enfin, voilà, il faut avoir effectivement, faut toujours rester dans cette logique de rentabilité. Et la plateforme, elle est adaptée à tout le monde, quel que soit notre profil. Alors, c'est un petit peu plus complexe quand on démarre sur du freelancing, mais grosso modo, la plateforme, elle est quand même assez universelle parce que le public est aussi universel sur Facebook. Alors, Oui, Danilo, non, c'est bien résumé. du coup, alors, on va profiter de ton expertise, de ton expérience, mais c'est plus que d'expérience, c'est d'expertise que tu as. Qu'est-ce que tu pourrais me donner comme règles pour avoir des campagnes qui, on espère, Ouais, performent? Quelles sont les ouais, règles ouais. qu'il faudrait appliquer si on veut Bah, se sentir? c'est une bonne question parce que tu as des règles vraiment de base. Donc l'idée, c'est de pas d'expliquer comment créer une campagne de A à Z, puisqu'en fait, chaque situation est un peu différente et le but n'est pas de faire un tuto. Mais je te dirais, les trucs les plus importants pour bien démarrer sur Facebook Ads, c'est d'avoir les fondamentaux qui sont en place. Et les fondamentaux, c'est le tracking, évidemment. Parce que si le tracking n'est pas en place, c'est comme si tu n'avais pas ta caméra de surveillance sur ton site web à toi. Donc, c'est-à-dire que tu peux pas savoir, une fois que tu as amené du trafic sur ton site, Hmm, si bah, ces personnes sont bien arrivées sur la page, ouais. si ces personnes ont ajouté des produits au panier ou, dans ce cas-là, rempli un formulaire, si elles ont finalement acheté. Et ça, c'est dommageable parce que tu ne peux pas attribuer la vente à tes campagnes si le tracking n'est pas du tout en place. S'il est à moitié en place, ben, tu vas avoir une vente sur deux, si je caricature. Hmm, Donc, tu as besoin d'avoir un tracking qui est en place, qui est bien fait, dans lequel tu as tous les événements qui remontent, dans lequel tu as une bonne qualité au niveau des événements pour être sûr et certain que Meta ait toute l'information sur un événement. Donc, par exemple, tu peux, grâce aux API de conversion et au tracking server-side, pour un événement, par exemple, page view, donc vue de page, ouais. tu peux aussi communiquer, si tu les as, bien sûr, les adresses email, enfin l'adresse email de la personne, le numéro de téléphone. Évidemment, ça est confidentiel, enfin, l'annonceur ne le voit pas. Et je sais plus comment ils envoient les données exactement, c'est un peu plus complexe que je suis pas dans tout ce qui est installation de tracking et de balises de tagage. Mais en gros, tu peux, euh, j'ai plus le mot, tu peux, pour un événement, tu peux hmm, peux lui ajouter des paramètres. En gros, tu peux lui ajouter des Ok. paramètres qui font que ça aide l'algorithme à mieux comprendre, ben, pour une personne, quand elle était sur ton site, quels sont les événements qu'elle a réalisés et simplement mieux comprendre le comportement de la personne. Voilà, c'est ça que je cherchais comme terme. Donc ça, c'est premier point, c'est installer correctement le tracking et les bons événements. Chaque site va avoir un tracking qui va être, on va dire, plus ou moins unique, même si pour un e-commerce, on peut dire que là-bas, ça va être d'avoir les événements page view, donc vue de page, vue de contenu pour vue de page produit, ajout au panier pour le fait d'ajouter un produit au panier ou paiement initié pour le fait d'initier un paiement et enfin l'événement achat. Ça, c'est un peu les événements de base. Une fois que tu as ça qui est en place, pour moi, tu dois aussi réfléchir à la partie stratégique, c'est-à-dire à qui tu t'adresses, quels vont être les produits que tu vas mettre en avant, quelles vont être tes offres. Ça va être aussi quels vont être les messages. Donc concrètement, comment est-ce que je peux chercher le product market fit si tu l'as déjà Mhm. trouvé. Donc admettons que tu sais que sur ton site, tu as un produit qui a vraiment rencontré son audience et qu'il y a tel message qui fait que les gens achètent le produit parce qu'il y a une raison spécifique qui font que la personne achète ce produit-là. Donc tu as un peu trouvé ton product market fit, c'est audience A achète produit B parce que raison A. Et en fait, Mhm. tu vas utiliser ces informations-là pour paramétrer le ciblage de ta campagne, mais aussi le message, l'offre et le produit qui va être affiché dans ta publicité. Je dirais même que le paramétrage de l'audience, comme je te disais, est de moins en moins important parce que le ciblage se fait de plus en plus par la créa, concrètement. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième, simplement d'avoir les bons paramètres en place. Donc les paramètres, par exemple, le choix du bon objectif de campagne. Bon, ça, c'est pas très compliqué. C'est un objectif de prospect, tu mets prospect. C'est un objectif de vente, tu mets vente. C'est un objectif de trafic, tu mets trafic. Donc généralement, les objectifs les plus populaires, les plus répandus, pardon, c'est vente et prospect. Vente parce que tu cherches toujours de manière ou d'une autre à avoir la rentabilité sur tes campagnes. Et prospect, c'est parce que tu cherches vraiment à générer des prospects pour ton activité, c'était dans du service, par exemple. Et pour moi, c'est un peu les prérequis les plus importants. Donc, en gros, tracking en place, product market fit, stratégie qui mime ce product market fit,
et comprendre aussi qu'il n'y a pas de recette magique et que la réussite va dépendre du testing et qu'au départ, bah, tu vas tester une série de formats, une série de messages. Tu n'es pas non plus sûr et certain de quel message, avec quel message l'audience va le mieux répondre. Mais généralement, les annonceurs qui ont déjà vendu un produit sans publicité savent pourquoi les gens achètent son produit et savent aussi qui sont leurs clients, à quoi ils ressemblent, c'est quoi leur profil socio-démographique. Voilà. Ok, alors du coup, ça amène à une question suivante, c'est les pièges à éviter, ce serait quoi? Alors, simplement, on fait l'inverse de ce que tu as dit, hein. On cible mal, on fait tout ça mal. Et quelles sont les erreurs les plus fréquentes Ouais, que tu peux voir, ou alors quels sont les pièges peut-être dans lesquels tu es ouais, tombé? non, mais Ouais. il y a plein de pièges dans lesquels même des personnes plus expérimentées peuvent tomber. Le premier, c'est de complexifier ta campagne, ta structure de campagne. Donc, c'est-à-dire que dans ta campagne, tu vas commencer à tester beaucoup, beaucoup d'éléments. Et donc, tu vas diluer ton budget, ce qui n'est pas bon parce que tu vas rester dans l'apprentissage. Ou tu peux complexifier ton compte et plutôt que d'avoir une campagne, tu en as 10 mais qui font la même chose. Ça, c'est le piège, on va dire, le plus classique, le plus connu. Le deuxième, ça, franchement, tu en as moins en moins qui le font, c'est de chercher à tout contrôler. Donc, vraiment chercher à contrôler précisément ton ciblage et commencer à mettre des exclusions dans tous les sens et mettre Ouais. des conditions et ça existe encore. Donc, par exemple, dire voilà, je cherche les personnes qui s'intéressent aux sneakers et qui s'intéressent à Adidas et qui s'intéressent à Nike. C'est pas une bonne idée de faire ça. Contrôler aussi les placements, dire voilà, moi je veux pas diffuser mes pubs sur Instagram parce que je pense que mes clients ne sont pas sur Instagram. Autant mettre les placements Advantage Plus et laisser Meta choisir à notre place. Et même niveau budget, se dire qu'on veut aussi contrôler le budget et ne pas forcément faire confiance à l'algorithme. Alors ça, il y en a qui vont dire ouais, mais contrôler le budget, c'est bien quand je veux commencer à tester, c'est vrai. Mais si vous débutez, vous n'êtes pas trop expérimenté et que vous voulez pas non plus trop vous casser la tête sur la répartition du budget, moi je conseillerais quand même de mettre le budget au niveau de la campagne, de façon à ce que Facebook répartisse le budget entre les différents ensembles qui constituent la campagne, qui sont en fait des audiences. Comme ça, tu évites de dépenser, par exemple, mettons que tu as trois audiences et que tu mets 20 € par audience, ben, il y a peut-être deux audiences qui n'ont pas du tout fonctionné et qui vont donner des coûts qui sont trop élevés. Alors que si tu mets les 60 €, donc 3 fois 20 au niveau de la campagne, Facebook va diffuser le budget en fonction des meilleures audiences en termes de performance et il va le faire en temps réel parce que d'un jour à l'autre, tu vas avoir plus d'opportunités sur une audience qu'une autre et donc il va mettre plus de budget sur l'audience où il y a plus d'opportunités. Alors, j'ai Voilà. entendu des experts, hein, de Facebook Ads qui disaient aujourd'hui, tu n'as même plus besoin de mettre d'audience. Il connaît tellement son public, l'algorithme est tellement précis Ouais. que t'envoies, tu cibles même plus. Tu valides ça ou pas? Ouais, non, je le valide, mais ça veut pas dire qu'il faut plus cibler. C'est-à-dire que tu peux avoir ta campagne où tu ne cibles même plus, donc tu mets ta campagne Advantage Plus Shopping, c'est un peu celle-ci qu'on utilise quand on dit qu'on ne veut plus faire de ciblage, et tu peux avoir à côté enfin, soit tu le fais en simultané, soit tu le fais enfin, tour à tour. Ta campagne, on va dire que nous, on appelle la campagne manuelle, où là, en effet, tu as Ouais. plusieurs ciblages. Tu vas avoir un ciblage par look audience similaire, un ciblage par intérêt, un ciblage avec encore des intérêts, et tu regardes ce qui fonctionne le mieux. Ok. Alors moi, une erreur que j'ai faite sur mes premières campagnes, en objectif, j'avais mis trafic. Je m'étais dit, Ah ouais, oui, ils vont ça, arriver c'est sur une ma erreur, page oui. de vente, et puis plus j'aurai de trafic, ma page de vente, Ouais. je pensais qu'elle était excellente. Donc du coup, il m'a amené du trafic, hein. Pas de souci, hein. Il m'a manqué un truc, c'est la conversion, hein. Donc j'ai Non, payé c'est ça, pour le passage, hein. Non, ce que j'allais dire, ce que je peux dire là-dessus pour rebondir, c'est que Facebook est très intelligent. C'est-à-dire que si tu lui dis je veux du trafic, il va donner beaucoup de trafic. Mais Ouais, si tu ouais, lui c'est dis, clair. si tu lui dis pas que tu veux beaucoup de ventes, il va pas donner des ventes. Donc en gros, il va t'amener du trafic qui coûte pas cher, concrètement. Et donc malheureusement, ça va être du trafic de mauvaise qualité Ah et ouais. qui va pas convertir ou peu convertir. À l'inverse, si tu lui demandes vente, il va t'amener peut-être moins de trafic, mais du trafic plus qualifié. Et donc du coup, tes clics coûteront peut-être plus cher, tes CTR seront beaucoup plus bas, tes taux de clics, mais tes ventes seront normalement plus élevées. Ok. Alors, un des pièges à éviter aussi, tu l'as dit, c'est de changer trop souvent ces campagnes, non? Faut les laisser parce que sinon on rebondit en phase d'apprentissage. Ouais. On repart de zéro sur l'algo. Ouais, au C'est départ, pas si j'avais dit bon. dans les pièges, c'était de complexifier les choses. Mais en effet, c'est vrai que c'est un autre piège, tu as totalement raison, je ne l'ai pas noté. C'est d'amener trop de changements à ta campagne. Donc, admettons que tu lances ta campagne, tu regardes après 3 ou 4 jours et tu vois qu'il n'y a pas grand-chose qui marche Ouais, ou tu vois que les performances sont pas au rendez-vous. Tu commences à stresser, tu coupes la campagne, tu en lances une nouvelle ou alors tu laisses la campagne active et tu change. commences à changer toutes les audiences, Ouais. toutes les créas. Ça, c'est pas bon du tout. Malheureusement, il faut parfois. Et je sais que c'est pas facile, hein, surtout quand tu mets de l'argent que tu as durement gagné et que tu n'as pas forcément beaucoup de trésorerie, de laisser cette campagne s'optimiser d'elle-même, comme diraient les pros ou les experts Facebook. Il faut au moins que tu attentes d'avoir suffisamment de données pour tirer des conclusions qui sont simplement statistiquement significatives. Mais après, tu peux aussi, tu as des raccourcis qui te permettent de voir
après quelques jours de diffusion, si tu as déjà un problème qui est grave et qui en fait Ouais, va pas s'améliorer dans le temps, un problème de clic ou un problème de conversion ou un problème de simplement de cohérence entre la publicité et la landing page. Donc ça, ces choses-là, tu peux vite les voir. ouais. Tu recommandes quoi de ne pas bouger quoi la première semaine à minima ou c'est en fonction du nombre de Du personnes budget, touchées? ouais. Tu te baserais sur quoi? Pas du budget pour moi. Pour moi, du budget, nous, on aime bien avoir des règles bêtes et méchantes et se dire, voilà, si sur une publicité, on attend d'avoir dépensé au moins 2 fois le CPA cible avant de la couper. Ok. Pour une audience, ça peut même être plus, surtout si c'est le début. Donc, si par exemple, tu as un CPA cible à 20 euros, je te conseillerais d'attendre au moins d'avoir dépensé 50, 60 euros par audience pour vraiment te dire, OK, là, ça marche pas. Mais c'est vrai que déjà, après 2 fois le CPA cible, si tu n'as toujours pas Hmm. d'indicateur positif, ben, c'est peut-être qu'il y a un problème. Mais il y a toujours des exceptions. Si tu as une audience qui a dépensé 2 fois et demi ton CPA cible, mais qu'elle a 50 à jouer au panier, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui vont convertir, surtout si ton Ouais. produit coûte plus de 100 euros. Ça demande un temps de réflexion qui peut prendre Hmm. plusieurs jours. D'où le fait que tu peux pas juger après 2 ou 3 jours de diffusion. Si ton produit a un certain prix, ça je ne l'ai pas précisé, c'est que plus tu vends un produit qui a un prix élevé, si tu t'adresses à des inconnus ou même des gens qui le connaissent, temps de réflexion est plus long. Donc tu as parfois besoin de plus de temps pour pouvoir juger. Danilo, alors une fois qu'on a lancé nos campagnes, on a fait nos trekking, alors des fois, voilà, on veut être un peu, on est impatient, on a envie d'avoir tout de suite de la rentabilité, on comprend pas pourquoi ça marche pas, mais il faut rester patient, il faut laisser un petit peu le temps au temps et surtout à l'algorithme de travailler. Qu'est-ce qu'il faut faire quand même si on a une campagne qui décolle pas? À un moment, on se dit, bon, on a compris qu'il y a un délai qui passe, il y a un budget qui commence Ouais. à s'écouler aussi. Qu'est-ce qu'on fait quand ça marche pas, quand ça décolle pas? Ouais. Quel levier on peut activer? Ouais, bah, bonne question. Je vais essayer de te répondre du mieux que je peux. C'est évidemment pas une question facile à répondre parce qu'il y a Ouais, tellement de scénarios possibles que ça prendrait vraiment 1 heure pour donner tous les scénarios possibles. Pour moi, il faut regarder les bonnes métriques, les bons indicateurs. Au début, tu vas toujours regarder au niveau de ta campagne l'indicateur principal pour lequel tu optimises ta campagne. Donc, on va prendre l'exemple d'une campagne de vente, c'est ce que je connais le mieux. Tu cherches à avoir des ventes au CPA le plus bas possible. Admettons que ton objectif, c'est à 20 euros de CPA, de coût par achat. Et tu te rends compte après une semaine que tu as eu 10 achats pour un CPA à 28 euros. Donc tu es au-delà de ta cible qui est à 20 euros. Donc tu te dis, OK, ça ne marche pas, on est d'accord. Tu es au-delà de 30% plus ou moins. Et donc ce que tu vas commencer à faire, c'est comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Et pour ça, tu as besoin de regarder d'autres indicateurs qui sont, comme tu l'as compris, au-dessus, plus haut dans le tunnel. Tu vas commencer à regarder, OK, au niveau de mes ajouts au panier, j'ai combien d'ajouts au panier et à quel coût? Est-ce que ce coût me paraît raisonnable? Est-ce que ce coût est plus élevé que la semaine précédente ou ce que j'ai déjà vu sur d'autres campagnes? Bon, si c'est la première fois, malheureusement, il va falloir faire avec ce qu'on a. Et donc, tu vas regarder ça. Tu vas regarder un autre indicateur que moi j'aime bien, qui est la conversion entre les ajouts au panier et l'achat. Et ça, en général, quand tu as un site qui a déjà tourné par le passé, tu sais que quand tu as par exemple 100 ajouts, pardon, 10 ajouts au panier, que tu vas peut-être avoir un achat. On va dire que tu as un taux de transformation de 10%. D'accord? Tu vas voir, est-ce que je retrouve plus ou moins ce taux de transformation de 10% sur Facebook ou moins? Admettons que tu n'es pas à 10%, mais tu es à 5%. Donc là, tu peux commencer à dire, OK, le trafic que j'ai attiré, visiblement, il convertit moins bien. C'est-à-dire que les personnes ajoutent des produits au panier, mais ils n'achètent pas. Et tu dois commencer à formuler des hypothèses. Est-ce que c'est lié simplement à l'audience? Et admettons, dans la campagne, tu as plusieurs audiences et que tu vois que ce taux est plus ou moins le même. Peut-être pas forcément. Est-ce que c'est mes créas? Est-ce que mes créas ne rassurent pas suffisamment? Est-ce que ma landing page, ma page produit ne rassure pas suffisamment? Est-ce qu'il y a un blocage au niveau du paiement? Tu as plein de raisons qui peuvent expliquer que ça ne puisse pas fonctionner. Donc ça, c'est ta première hypothèse. Admettons que tu vois vraiment que ton taux de transformation entre achat et ajout au panier il est plus bas que d'habitude. Ça vient peut-être pas de l'ad, ça peut venir de l'ad, ça peut venir de mhm, l'audience, mais comme je te dis, si tu vois que c'est le même pour chaque audience, le même pour chaque créa, c'est que peut-être que ça vient de ton site. Admettons maintenant que c'est pas ça le problème. Tu vois que le taux, il est plus ou moins comme ce que tu as toujours vu sur ton site. Tu vas aller plus haut. Tu vas commencer à regarder tout ce qui est CPM, CPC et CTR, ce que nous on appelle les KPI médias d'engagement, enfin médias. Et en fait, tu regardes, est-ce que mon CTR, il est trop bas? Trop bas par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Trop bas par rapport à ce que j'ai déjà vu sur mon compte, sur d'autres campagnes ou d'autres créas ou d'autres audiences. Admettons que tu commences à voir que ton CTR, il est pas trop bas, qu'il est égal à ce que tu as vu d'habitude, mais que ton CPM, il est 2 fois plus élevé que d'habitude ou 2 fois plus mhm. élevé que des annonceurs dans le même secteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu payes tes clics 2 fois plus cher, puisque le CPM, le coût par mille impressions, est 2 fois plus élevé. Et donc là,
tu viens d'identifier ton problème. Tu te rends compte que là, aujourd'hui, tu as un bon taux de transfo, un bon taux de transfo entre ajout au panier et achat. Tu as un bon taux de clic, Hmm. similaire à ce que tu as d'habitude. Donc, tu attires du trafic qui est qualifié, mais ton trafic C'est trop coûte deux fois cher. plus cher. Ben, ton problème, c'est le CPM. Hmm. Et ça peut être lié à plein de choses. Ça peut être lié à la concurrence, ça peut être lié à des facteurs externes que tu contrôles pas, ça peut être lié euh, même à tes créas. Malheureusement, tes créas pourraient ne pas avoir assez d'engagement et ça fait que ton CPM est trop élevé, mais généralement, il n'est pas deux fois plus élevé. Mais ce que je veux dire, c'est que par cet exemple que je suis vraiment en train d'inventer en direct, tu te rends compte que en regardant certaines métriques, certains indicateurs, tu peux identifier là où est le problème. Et généralement, le problème est soit dans l'audience, enfin dans tout ce qui est audience créa, donc le mix des deux, ou soit au niveau du site, donc au niveau de la conversion. Et au niveau du site, ça peut être à l'étape du panier, à l'étape du paiement, ou même à l'étape simplement du tunnel dans ton Ouais. site. C'est-à-dire que si tu renvoies vers la page d'accueil, mais que dans la page d'accueil, tu n'as aucune mention de tes produits, bah, c'est normal en fait que personne n'ajoute le produit au panier, tu vois. Je sais pas si ça répond à la question. Ne C'est en faites gros, tu dois jamais ça. Ne, regarder. ouais, ne renvoyez jamais une publicité vers une page d'accueil, hein, jamais, hein. Si vous payez, c'est directement dans la page produit, hein. Parce que vous pensez que la Voilà, c'est personne va ça. s'amuser à retrouver le produit qui l'intéresse, Oui, j'en c'est sens. ça. Généralement, tu renvoies vers la page produit ou la page collection. C'est après, c'est un. Admettons que tu vends justement des chaussures, c'est un bon exemple. Oui, tu peux renvoyer directement vers la chaussure en particulier, mais tu peux Ouais. renvoyer vers une page collection où la personne verra d'autres chaussures et elle va en ajouter d'autres paniers. Donc ça, c'est un bon point que tu as amené. Et donc voilà, vraiment comprendre en gros avec ce qu'on appelle les pré-métriques. Après, tu as plein d'indicateurs que tu peux te créer, enfin, tu peux te créer, que j'ai peut-être pas rentré dans le détail, mais différents taux. Ce que je préfère, ça va être le taux de conversion, le taux de transformation entre ajout au panier et achat, le CTR et le CPM. Et le CPC, en fait, est un dérivé des deux. Donc, si tu as un CPM qui est très élevé, ton CPC mécaniquement augmente. Et à l'inverse, ton CPM, il est stable, mais ton CTR, il est en baisse. Ton CPC, il augmente mécaniquement, donc au par clic. Ok. Voilà. Alors, on peut avoir aussi des campagnes qui fonctionnent, qui marchent bien pendant un temps, puis d'un coup, bah, je sais pas, baisse de tonus, ces campagnes, elles marchent plus. Dans ces cas-là, quand on a des campagnes qui fonctionnaient, qui fonctionnent moins, qui s'essoufflent, elles sont en perte de Ouais. vitesse, qu'est-ce que tu recommandes de faire? On les coupe, on les ajuste, on augmente le budget, on réduit le budget, on fait Ouais. rien? Qu'est-ce que tu recommandes? Alors, sur Meta, la raison principale qui fait qu'une campagne peut s'arrêter de fonctionner, c'est la fatigue Ah, publicitaire. la Donc, lassitude. c'est-à-dire que une personne, enfin les personnes dans ton audience, voient trop de fois les mêmes publicités. En fait, il y a un moment, surtout quand tu dépenses des budgets de plus en plus importants, où c'est toujours les mêmes personnes que tu touches et c'est toujours les mêmes créas qu'ils voient. Hmm. Donc, tu as deux leviers. Tu as la créa que tu changes, donc c'est-à-dire que tu vas tester des nouvelles publicités ou tu vas décliner tes meilleures publicités pour amener, on va dire, de la nouveauté. Ou alors, tu changes ton audience, tu élargis ton audience ou tu testes de nouvelles audiences avec tes meilleures créas. Le dernier élément qui peut faire que ta campagne s'essouffle, c'est qu'elle est juste mal paramétrée. Donc, c'est-à-dire que tu te rends compte que peut-être que tu as mal paramétré quelque chose au niveau des placements, qu'il y a une erreur au niveau de la publicité, qu'il y a une erreur au niveau de l'audience, que tu as oublié certaines exclusions, que tu n'as pas choisi le bon événement. Enfin, tu as plein de choses qui peuvent faire que ta campagne s'essouffle. Mais généralement, ça va être l'audience ou la créa. Et enfin, tu vas avoir ce qu'on appelle les facteurs externes qui ont aussi une influence, qui peuvent être la saisonnalité. Hmm. Donc, c'est-à-dire que ton site peut, ben, un très bon exemple, c'est si Des tu glaces. vends des glaces. Je voulais prendre les glaces, mais je trouvais ça tellement bête de prendre On y va. cet Bon, exemple-là, moi, mais ça parle, c'est vite prenons-le. parlant, Bah, si tu vends des glaces juin, juillet, août, septembre, et hein. tu vois que ça Après, performe super bien, et puis après, il se passe quoi? La première semaine d'octobre, tu vois que tes ventes, elles ouais. fondent, elles diminuent fortement. Ben, à quoi ça peut être lié? Est-ce que c'est lié au fait que les gens sont lassés de la créa ou qu'ils ont toujours vu les mêmes créas, donc c'est l'audience qui est un peu lassée? Mais non, c'est juste que la saisonnalité fait que c'est plus à ce moment-là que tu vends des glaces. Bah, là, c'est un peu la même chose. Il y a ça. Tu peux aussi avoir quelque chose qui a sauté au niveau de ton site, au niveau de ton tracking. Donc, je le vois aussi comme un facteur Ouais. externe, pardon. Tu peux aussi avoir ton offre, c'est vrai que ça joue aussi. Admettons que c'est toujours la même offre. Admettons que tu fais un 10% de réduction sur le premier achat et que les gens ils ont vu ce 10% de réduction pendant plus de 6 mois. Bon, à la fin, ils ont compris que l'offre, elle est un peu là tout le temps. Et donc, ils sont moins incités à cliquer. Après, les détracteurs me diront, mais en fait, le but, c'est qu'on aille chercher toujours de nouvelles personnes et que ce ne soit pas toujours ceux qu'on a ciblés avant qui les voient. Oui, c'est vrai, mais il y a toujours une partie des gens que tu vas cibler même s'ils n'ont jamais acheté.
parce que Meta estime que c'est des bons clients, parce qu'ils ont déjà acheté sur d'autres sites Hmm. similaires au tien. Donc, tu auras toujours une partie de ton audience qui va voir tes publicités plusieurs fois. Et donc, pour ça, tu n'as que d'autres choix que de changer tes publicités, modifier ton audience, ou l'élargir, ou même refaire ta campagne et repartir dans le système d'enchères. Voilà, si je dois résumer. Oui. Alors, justement, si on veut se lancer, si on veut y aller, alors là, on a eu tes bonnes pratiques, on a quand même des armes hein, pour essayer de piloter une campagne. Bon, on a bien compris qu'il n'y avait pas de Ouais, sens exact, hein. Il n'y a pas l'alchimie parfaite, malgré tout, c'est des algorithmes et on n'a pas les règles précises. Pour essayer de mettre le pied à l'étrier, pour ceux qui voudraient démarrer des campagnes. Alors, c'est quand même compliqué de te poser la question, quel budget ouais. moyen mettre en ads, parce que ça dépend de la structure du produit et tout. Mais si on pouvait simplement peut-être donner je sais pas, une moyenne ou quelque chose, mais au moins un minima, combien il faut mettre minimum, ticket d'entrée, c'est quoi pour Facebook? À- En dessous de quoi, il faut même pas y aller, quoi. Genre, si je te dis, allez, je vais mettre 1 euro par jour, bon, on va Ah là, pas piloter une campagne comme la ça. Ma question. question est très large, très bête, je m'en excuse. Est-ce que Non, non, budget c'est une très bonne minimum ou question. Je pas? pense que c'est une question qui est légitime et qui est Merci. normale qu'on se la pose. Moi, j'ai commencé avec des 5 euros par jour en mettant en avant des articles en trafic. Ok. Aujourd'hui, je le recommanderais pas forcément parce que, ouais, tu vas peut-être avoir, si tu as des clics à 20 centimes, tu vas peut-être avoir 5 fois 5, tu vas avoir 25 clics par jour. Hmm. Malheureusement, sur un article de blog, ça va pas faire décoller ton blog, si on prend l'exemple à ce niveau-là. Donc, je te dirais, plus tu peux mettre du budget, mieux c'est. Après, c'est vrai qu'une fourchette minimum, je dirais, ça va être entre 10 et 20 euros par jour. Plus ton marché il est peu large, donc admettons que tu es sur du régional ou dans une ville ou un village, évidemment, moins tu peux te permettre, plus tu peux te permettre d'avoir un budget qui est faible parce que tu n'as pas tant de gens que ça à toucher. Et à l'inverse, plus tu es sur un territoire large, non national, et plus ton produit, pas qui coûte cher, mais en tout cas, plus tu as des objectifs importants de vente, plus tu dois mettre du budget. Donc si tu veux faire plusieurs ventes par jour, admettons que tu veux faire, je sais pas, 500 euros de chiffre d'affaires journalier et que Facebook reste ton canal d'acquisition principal et que tu sais que pour chaque vente à 100 euros, tu es prêt à payer maximum 30 euros, bah, tu devines que tu dois mettre un budget de 5 fois 30 euros au Hmm. minimum pour espérer atteindre ton objectif, ce qui fait déjà 150 euros par jour. Je ne sais pas si tu te rends compte, ça fait déjà Ah pas oui. mal de Ouais. budget, donc 4 500 euros par mois. Donc ce que je veux dire, c'est que ça dépend de tes objectifs, de ton coût d'acquisition, euh, comme je disais, le territoire, est-ce que tu es sur du national, du régional. Euh, voilà globalement ma réponse. Je te dirais, allez, minimum 10 20 euros par jour. Et idéalement, ouais, on commence à des fourchettes entre 2 et 3 000 euros pour commencer à avoir des perfs intéressantes. Et en tout cas, enfin, avoir un certain impact, voilà, on va dire, sur ton chiffre d'affaires. Ouais. Ouais, donc on commence déjà à être sur des budgets qui commencent déjà à compter un Ouais, petit peu. Est-ce que tu penses aujourd'hui que quelqu'un qui voudrait se lancer peut y aller tout seul? Il vaut mieux être accompagné au début? Par expérience, qu'est-ce que tu vois? C'est quand même complexe, hein. La plateforme Meta, ouais. elle est pas simple, hein. La première fois qu'on va dessus, euh, Ouais, non, je pense c'est que pas si intuitif, hein. t'es Si tu es une PME, on va dire que tu fais entre 300 000 euros de chiffre d'affaires et 1 million. Je pense que tu peux commencer à te faire accompagner, que Ouais, ce soit sur des missions de conseil pour t'expliquer comment au moins paramétrer toutes les campagnes. Et ouais, tu peux payer un consultant sur une journée, 2 journées pour tout paramétrer, mettre en place la stratégie et qui t'apprenne ensuite à comment faire rouler les campagnes. Et là, tu es tranquille. Si tu commences à faire Enfin, si vraiment Meta est un canal d'acquisition important pour toi et que ta structure fait 1 million d'euros et dans tes 1 million d'euros, tu dépenses 100 000 euros par an, là, il vaut quand même mieux que limite à un prestataire, une agence ou un consultant qui te gère directement tes campagnes. Et plus d'1 million d'euros par an, pour moi, la question ne se pose plus. Soit il faut avoir un expert en interne, soit il faut le déléguer. ouais, Mais il ne faut pas que le CEO le fasse, même si je connais des CEO qui ont fait jusqu'à plusieurs millions d'euros par an et qui ont continué à gérer leur campagne, mais c'est parce qu'ils savaient le faire, ils avaient une ouais, affinité et eux-mêmes connaissaient leurs produits et leur audience mieux que personne. Donc ça faisait sens qu'ils le fassent. Et enfin, si tu fais, on va dire, ce que je vais nommer des petits chiffres d'affaires entre, par exemple, 10 et 30 000 euros par mois, je ne te conseille pas de te faire accompagner. Éventuellement, encore une fois, sur une petite mission de consulting, peut-être ou sur base d'une formation, où là, tu apprends à le faire toi-même. Ça fait sens, mais pas besoin de le déléguer si tu fais entre 10 000 et 30 000 euros par mois. En tout cas, ça, à mes yeux, il y en a qui vont dire non, mais non, moi j'en ai un client qui font 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires, mais oui, ok, mais le frais d'agence plus le frais publicitaire fait que c'est à peine rentable. Et si tu fais moins de 10 000 euros par mois, pour moi, il faut vraiment y aller solo, le faire seul, apprendre par soi-même, faire de la formation et gérer les campagnes jusqu'à ce que ça te permet d'aller plus loin au niveau de l'accompagnement que tu peux rechercher.
Ok. Voilà. Alors toi, Danilo, si quelqu'un veut travailler avec toi, c'est quoi le budget minimum? Tu commences à travailler sur un budget à partir de combien? Maintenant, on est entre 5 et 10 000 euros par mois, pour Ok. te dire. Après, franchement, tu as des exceptions. Je veux dire, on peut, on peut voir un compte où ils sont à 5 000 euros par mois, mais on va se rendre compte que c'est simplement pas pour nous, pour plusieurs raisons. Et un compte où tu es à 3 000 à 4 000 euros par mois, mais il y a un vrai potentiel. Et on va y aller parce qu'on sait qu'on peut aller scaler, parce que la marque a plus d'ambition. Donc ça dépend. Mais je te dirais, aujourd'hui, maintenant, la tranche, c'est entre 5 et 10 000 euros par mois pour démarrer. Donc on prend Alors, beaucoup moins de projets, ceci dit. excellent, excellent. Bah donc, si vous avez un budget à partir de vous êtes entre 5 et 10 et que vous commencez à vouloir vous confier à un Ouais. expert, vous avez un véritable expert en face de vous, Danilo, donc qui sera ravi d'échanger avec vous. Et en dessous, bah, vous avez compris, peut-être sur une petite mission de consulting ou alors une formation. Je crois que d'ailleurs, tu proposes une formation gratuite en Facebook Ads sur ton Formation site. gratuite. Ça Ouais. fait partie de mes aimants à prospect, comme on dit, lead magnet. Donc, j'ai Mhm. une formation gratuite qui est disponible sur mon site directement, donc à mon nom, donc daniloduchesne.com. Et là, si vous allez sur la page d'accueil, vous allez dans tous les cas voir cette formation gratuite 2, 3 jours. Et vraiment, beaucoup de personnes m'ont dit que c'était une formation très, très qualitative pour une formation gratuite, a priori, puisque tu vas avoir 3 vidéos de 30 minutes à 1 heure qui t'expliquent vraiment de A à Z comment lancer tes campagnes euh, sur base du ciblage, de la créa, de la stratégie. Et je t'explique comment faire de l'acquisition, du retargeting, comment produire des bonnes créas, quel type de créa lancer. Donc c'est assez complet. Et même à la fin, donc dans la troisième journée, je t'explique comment analyser les résultats de tes campagnes et je montre différents cas de figure. Donc formation que je trouve plutôt sympa pour démarrer et qui a été mise à jour justement cette année. Voilà. Eh ben, voilà. Alors, je vais vous mettre le lien tout en bas de la vidéo là, ou du podcast. Si vous êtes sur le podcast, vous pourrez cliquer dessus. Parce que Danilo Duchesne, il y a des S dessus à la fin, au milieu, tout Ouais, ça. c'est horrible, Vous ouais, pourriez c'est vous horrible. tromper. Voilà, Miro, c'est pas mieux, tu sais, il y a ULT à la fin, hein. Tout le monde se trompe. Ouais, c'est vrai, Je, c'est je pas vous simple mets non le plus. lien tout en bas, comme ça vous pourrez éventuellement vous inscrire à la formation Facebook Ads de Danilo si vous voulez avoir les bons conseils de l'expert pour éviter des erreurs qui peuvent parfois coûter quelques centaines ou milliers d'euros. Autant les Ouais, c'est éviter. ça. On l'a pas dit, mais ouais, hein, c'est que tu as peut-être plus d'intérêt à payer pour quelque chose, une formation, du Ah ouais. consulting, que de le faire toi-même et faire des erreurs qui sont coûteuses. Ça, j'ai oublié de le dire. Bien sûr, bien sûr. Et oui, parce que une fois que c'est perdu et c'est trop tard. Voilà. Danilo, je vais mettre tes coordonnées tout en bas également, ton profil LinkedIn peut-être, si tu me permets. Profil LinkedIn avec plaisir, site web, et je pense que c'est déjà largement suffisant. Allez, c'est top. Podcast aussi, podcast, c'est vrai que j'ai pas précisé, Exactement, j'ai un c'est ce que podcast qui j'allais te s'appelle Le dire. Rendez-vous Marketing, on peut le mettre aussi. Podcast de référence incontournable, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de Danilo, c'est certain. Si vous écoutez des podcasts, si vous regardez un petit peu tout ce qui se passe dans le digital sur le web, de toute façon, Danilo, je pense que vous le connaissiez déjà, sans aucun doute, ça. Merci Danilo, beaucoup. merci à toi, merci. Je regarde un peu toutes mes questions, j'en ai plus, on a fait le tour. Ah si, tiens, justement, on a parlé des Ouais, glaces tout à l'heure avec, tu sais, les glaces période de saisonnalité. Est-ce que pendant ouais. l'été, Meta, il réduit un petit peu, du coup, les budgets s'effondrent parce que les gens sont plus connectés ou il n'y a aucun impact? Bah, je me posais la question, enfin, c'est pas que je me posais la question, j'écrivais une newsletter, enfin, pour ma enfin, j'écrivais ma newsletter de la semaine. Et Ok? je trouve que cette année, si je prends tous nos clients, mais franchement, les dépenses ne sont pas forcément arrêtées. Très peu de clients ont vraiment baissé fortement la Ok. voilure. Pourquoi? Parce qu'on a quelques clients qui sont juste en période chaude durant l'été. Ouais. Et l'un qui est dans les vélos électriques, un autre qui est dans justement les magnets que tu mets sur ton vélo et tes motos. Donc, comme c'est Ok. l'été, ben, tu À les as un peu l'été, ouais. plus. Mais je trouve que oui, il y a un peu moins de budget évidemment au global que sur un mois de novembre, un mois de décembre, d'avril ou juin. Ouais. Mais quand même, c'est quand même solide. Ok. Ok. Daniel, merci pour l'échange. Merci beaucoup Merci à d'avoir. toi. Merci à toi pour l'échange. En tout cas, c'était passionnant. J'espère que ça vous aura passionné aussi. Vous avez tous les liens en bas. Ne ratez pas la formation gratuite si vous voulez vous lancer sur Meta. Et si vous y êtes déjà aussi, peut-être faites cette formation. Ça vous permettra peut-être d'avoir quelques tips en plus ou d'éventuellement corriger quelques erreurs que vous n'aviez pas vues. En tout cas, l'idée, c'est d'améliorer bien sûr la rentabilité de vos campagnes. Et puis, si vous pouvez faire travailler avec un expert, si vous avez les budgets pour ça, n'hésitez pas à contacter Danilo. Voilà, il sera disponible sans aucun doute. Avec plaisir. Merci à toi. À très Merci vite. à toi. Allez, Salut au à tous. Au plaisir revoir. d'échanger. Allez, ciao, ciao, ciao. Voilà les amis, vous avez vu que Danilo est un pro, hein, on a pu profiter de son expérience, de ses astuces, de ses conseils durant toute cette interview. J'espère que ça vous sera vraiment utile, que ça va vous permettre de mettre en place de super campagnes sur Meta. Alors peut-être de vous lancer sur la plateforme, comme ça vous savez les pièges à éviter, hein, vous savez à quoi vous attendre, ou alors de corriger le tir hein, si vous aviez des campagnes qui manquaient un petit peu de souffle. Je vous mets le lien tout en bas vers sa formation gratuite Facebook Ads. Inscrivez-vous les amis, je l'ai suivie, elle est vraiment tip top, je vous la recommande vraiment. Donc vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien tout en bas. Je vous mets
également le lien vers son site internet et son profil LinkedIn si vous voulez aller plus loin avec Danilo et notamment si vous voulez rentrer en contact avec lui. Les amis, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut à tous!